Coucou les amis aux quatre coins du monde, bienvenue dans votre podcast Digital Profile. Vous nous suivez également en direct sur Economa Live. Dans le cadre de ce numéro, je reçois une grosse pointure de l'aspect high-tech. CEO de MG Soft, il a mis sur pied l'Omboa Store, qui est la première boutique en ligne des applications mobiles au Cameroun. Autrefois expert à Subtic Business Academy, voilà. Il est à ce jour enseignant en technologie de l'information et de la communication à l'ESTIC. Et c'est dans cette posture que je l'accueille sur ce plateau. Théophile Abega-Moussa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mandela et merci de me recevoir à Economa Live cet après-midi. Bonsoir également à vos téléspectateurs si nombreux. Alors, tout le plaisir est pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes quand même une grosse tech dans la sphère high-tech, il faut le dire. Alors, aujourd'hui, vous êtes enseignant des TIC. Quelle est l'histoire avec l'enseignement? Comment se fait le premier contact en tant qu'enseignant? C'est une histoire qui remonte à ma tendre jeunesse. Il faut que je vous raconte une petite histoire. Je n'avais jamais envisagé d'être enseignant. J'envisageais d'être un militaire, j'envisageais d'être un médecin. Mais par la force des choses, lorsque j'ai 24 ans, je me retrouve dans l'enseignement. Je suis d'abord enseignant, je me rappelle à l'époque, c'est à l'Institut Samba secondaire en Vogala. J'ai alors 24 ans. Et j'enseigne dans les classes de première et de terminale. Oui. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. J'ai voyagé, j'ai vécu à l'étranger et quand je reviens, effectivement, comme vous l'avez mentionné, je deviens promoteur du Omboa Store, la première boutique d'applications mobiles au Cameroun. Mais également, par la force des choses, je suis sollicité donc par les institutions supérieures, donc notamment les STIC, où aujourd'hui j'officie. Alors, je me retrouve à la STIC en 2016. Et je suis pour la première fois recruté pour enseigner en master journalisme d'agence virtuelle. Voilà mes premiers amours, voilà mes premiers pas avec l'enseignement. C'est un métier que j'aime, que j'adore. C'est un métier que j'exerce avec beaucoup de passion. C'est un métier qui, heureusement pour moi, me renvoie, n'est-ce pas, j'allais dire les résultats escomptés. Parce que quand vous retrouvez dans la rue, quand vous retrouvez au sein des différentes institutions de presse, les étudiants que vous avez eu à encadrer, cela vous renvoie beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur. Le sentiment du travail accompli, du travail bien fait. Ça se ressent dans votre regard quand vous parlez de passion, on le ressent très vite. Et on va rentrer en plein cœur des TIC. Qu'est-ce qu'on entend par technologie de l'information et de la communication? Bien, le monde a beaucoup évolué avec la naissance ou la création, si vous voulez, en 1945 du premier ordinateur. Et puis, on a évolué vers les réseaux informatiques dans les années 60, l'apparition de l'Internet dans les années 72. Vous voyez que je fais là une évolution chronologique. Et puis, à un moment, dans les années 80, il y a une sorte de convergence. Une convergence entre les technologies informatiques et les technologies téléphoniques. Mais là, on parle en ce moment des télécommunications, donc les téléphones fixes. Oui. Cette convergence donne dans un premier temps la naissance de ce qu'on appelle le multimédia. Mais après encore, on évolue. L'électronique entre en jeu et l'humanité se rend compte qu'il y a des convergences des différentes technologies. Ce qui a donc donné naissance aux technologies de l'information et de la communication. C'est un assemblage de plusieurs technologies à la fois. Mais ce terme, il a lui aussi évolué aujourd'hui. On parle plus généralement du numérique. C'est un terme générique qui englobe à la fois les technologies, dans les technologies soft, hard, mais également les processus. Voilà. D'accord. Et donc, aujourd'hui, quelle est la place qu'occupent les TIC dans l'enseignement supérieur? D'abord, de façon générale, dans le monde, les technologies occupent j'allais dire la place number one, on va le dire. Pourquoi je le dis? Si vous regardez la liste des hommes les plus riches du monde, ils sont dans les technologies. Si vous regardez les entreprises qui se portent les mieux aujourd'hui,
elles sont dans les technologies. Si vous regardez les avancées, la recherche, développement aujourd'hui, c'est dans les technologies et c'est notamment dans les technologies du numérique. Donc, l'université étant également un espace de recherche, d'innovation, il n'est que normal que l'on retrouve les technologies à l'université. En ce qui concerne votre question, pour être beaucoup plus précis, comment est-ce qu'on fait pour se retrouver avec le numérique à l'ESTIC où j'enseigne? C'est parce qu'on a compris à l'ESTIC que le monde est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Et la quatrième révolution industrielle comprend à la fois l'intelligence artificielle, mais une nouvelle forme d'économie qui est l'économie numérique. Et l'économie numérique vient complètement révolutionner la façon de produire, de distribuer et de vendre des produits et services. Et les métiers qui font sujet à la formation à l'ESTIC, c'est-à-dire le métier de journaliste, de publicitaire, d'éditeur, d'archivistique et de communicant dans la communication des organisations, sont tous impactés par le numérique. Ouais. C'est dans ce sens que vous retrouvez, on vous parle aujourd'hui de journaliste web, on vous parle de community manager pour les communicants, les communicateurs en entreprise, en institution institutionnelle, on vous parle de la publicité en ligne, d'accord? Donc, ce changement-là a amené les autorités de l'ESTIC à pouvoir introduire dans ces différents métiers le numérique. Pourquoi? Parce que le numérique a plusieurs facteurs caractéristiques. D'abord, avec le numérique, on touche plus d'audience à un moindre coût, ce qui est d'ailleurs un avantage, mais aussi un enjeu. Avec le numérique, on touche plus vite que les médias classiques. Avec le numérique, je l'ai dit tantôt, mais je vais m'appesantir dessus, avec le numérique, on produit plus à un moindre coût. Ce sont les avantages du numérique. D'accord, donc on peut faire référence au e-learning? Oui, si vous prenez de façon générale la manière à laquelle le numérique rentre dans le métier en termes d'enseignement et à la faveur, disons qu'avec l'avènement de la crise sanitaire au Covid, on a compris l'importance d'instituer, n'est-ce pas, les enseignements à distance, donc l'e-learning. Et je pense les autorités ailleurs, je ne vais pas citer le pays, disaient déjà que le bol ne sera plus comme avant. Ils avaient raison parce qu'aujourd'hui, dans les universités, dans le secondaire, les enseignements ne se font plus comme avant. On a des enseignements en présentiel et on a des enseignements à distance, donc l'e-learning. Ce qui a amené les différentes institutions à mettre sur pied des plateformes d'enseignement en ligne. Ça existe également à l'ESTIC. Aujourd'hui, les étudiants de l'ESTIC peuvent soit prendre des cours en présentiel, donc en classe, mais également prendre des cours à travers la plateforme numérique qui existe. On a également d'autres outils, n'est-ce pas, qui sont utilisés pour effectivement dispenser des cours à distance. Très bien, on va y arriver. Donc, en tant qu'enseignant de TIC aujourd'hui, quelles sont les valeurs que vous communiquez à vos étudiants? Bien, en tant que valeur, il faut comprendre qu'un enseignant se situe dans le sillage d'abord d'un pays. Et lors de mes enseignements, je m'assure à ce que, outre les métiers que les étudiants viennent apprendre au sein de l'ESTIC, nous transmettons d'abord des valeurs de patriotisme. Il faut savoir aimer son pays pour pouvoir en être un avocat. Donc ça rentre dans le cadre de mes cours, c'est pas purement numérique. Si je vous explique un peu la méthodologie, lorsque j'ai par exemple 2 heures de cours, je m'arrange à ce que dans les 2 heures de cours, je consacre 15 minutes, n'est-ce pas, à tout ce qui est lié au patriotisme. Je m'arrange à ce que j'ai 15 minutes, pas 15 heures, pardon, 15 minutes également de cours à tout ce qui est culture générale. Vous voyez que j'ai consommé 30 minutes et puis je prends 1h30 minutes pour le cours proprement dit. Donc ça participe, n'est-ce pas, des valeurs. Mais également, comme valeur, il faut comprendre qu'on est dans un pays en évolution, en mutation et en évolution. Et lorsque un pays veut parvenir à ce que nous appelons la société de l'information, il faut que les citoyens soient à même de comprendre les valeurs du numérique. Et lorsque je parlais des valeurs du numérique, il faut bien sûr comprendre quelle est la culture du numérique des citoyens. Et la culture numérique du citoyen veut simplement dire la connaissance par chaque citoyen, la connaissance de la valeur qu'apporte le numérique
pour faciliter le travail ou la vie, pour rendre moins coûteux et plus rapide. Voilà les valeurs que je inculque, n'est-ce pas, au quotidien aux étudiants de l'ESTIC. À travers ces valeurs, j'ai envie de vous poser une question. Quelle est la différence entre l'étudiant qui a la possibilité de prendre des cours de TIC et celui qui n'en a pas? C'est assez clair et assez net. Celui qui ne suit pas des cours, disons, d'informatique, du numérique, ou celui qui, dans le cadre de ses enseignements, n'a pas incorporé le numérique, est simplement un analphabète, n'est-ce pas, du XXIe siècle, et il est appelé à disparaître. Aujourd'hui, aucun citoyen du monde ne peut se passer du numérique. Je vais vous prendre 2 exemples. Vous savez, le monde est divisé, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, même la grand-mère au village sait utiliser WhatsApp. C'est un exemple palpable. Pourquoi? Parce qu'elle ressent le besoin de communiquer avec son fils ou son petit-fils qui se trouve quelque part. Même si elle n'utilise pas WhatsApp, mais au moins elle sait comment est-ce que se passe le processus d'envoi et de réception du mobile money. Tout à fait. Parce qu'on va lui envoyer de l'argent. Voyez. Donc ça participe de la culture du numérique et donc du non-alphabétisme. Bon, j'ai inventé cette expression, n'est-ce pas, du numérique. Aujourd'hui, vous devez absolument être ancré dans le numérique parce que je l'ai dit tantôt, le monde est dans la 4e révolution industrielle. Une révolution industrielle, c'est le chamboulement. C'est vraiment le changement de tout ce qui est processus de fabrication et distribution et de vente de produits et services. Et la révolution, la 4e révolution aujourd'hui est drivée par les technologies numériques. Très bien. Et si on parlait des objectifs à atteindre au terme d'une année par les étudiants, à quel niveau se situent vos attentes? Je vais prendre un exemple. Vous avez mis sur pied Mboa Store. Est-ce que vous vous attendez qu'au terme d'une année, qu'ils aient la capacité de mettre sur pied, par exemple, une application, de créer quelque chose de concret? Bien sûr. Que je prenne le cas des étudiants en publicité, j'attends de mes étudiants, évidemment, qu'au sortir, ils ne se focalisent plus seulement à la création des agences en communication, mais qu'ils se focalisent désormais à l'agence de communication digitale, qui ne se focalise plus simplement à faire de la régie publicitaire, mais faire de la régie publicitaire numérique. Ce sont les attentes à moi. Si vous prenez un étudiant en communication des organisations, aujourd'hui, je ne m'attends plus à ce qu'il rentre et qu'il soit un communicant qui va utiliser des supports tels que newsletters, brochures, flyers, mais qu'il se trouve dans le numérique parce que ça va plus vite. Et dernier exemple, si je prenant en compte mes étudiants en édition, et notamment l'édition du livre, je ne m'attends plus à ce qu'ils me fassent une production du livre physique, mais qu'ils puissent faire la combinaison des deux. Et quand j'ai pris cet dernier exemple, d'ailleurs, je me réjouis de ce que, lors des dernières soutenances à l'ESTIC, j'ai eu un étudiant que j'ai tenu pendant 3 ans, je vais taire le nom exprès, mais lors des soutenances, qui a pu apporter une innovation dans le domaine de l'édition. Parce qu'il a fait une réalisation professionnelle qui était entièrement dématérialisée. La production, la distribution et la vente, n'est-ce pas, du livre numérique, encore appelé en anglais e-book. Voilà ce que j'attends et ce sont les objectifs à atteindre à la fois par l'enseignant que je suis et les étudiants qui suivent, n'est-ce pas, les cours que nous leur prodiguons au quotidien. Très bien. Et on va rentrer justement dans ce quotidien-là. Racontez-nous une journée de travail, par exemple. Comment est-ce qu'une journée de travail s'organise? Une journée de travail, typiquement, oui. Évidemment, je pense que chaque enseignant a sa méthode et chaque enseignant a sa journée. Mais en ce qui me concerne, ma journée de travail en tant qu'enseignant commence à 3 heures. Parce qu'au sein de l'ESTIC, j'enseigne dans tout au moins 3 filières différentes. L'édition, l'art graphique, la publicité, la communication des organisations. Et il se trouve qu'il y a des jours où je passe dans l'ensemble des 3 filières. Ça fait que j'ai effectivement 3 cours à préparer. J'ai un cours de publicité à préparer, oui. J'ai un cours en édition à préparer, j'ai un cours en communication des organisations à préparer. Et ça également, c'est par niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, licence. Donc ma journée typiquement commence à 3 heures.
je m'assure que les supports de cours, parce que comme je suis un enseignant du numérique, je ne vais pas arriver en classe faire la dictée. Je prépare des supports de cours qui sont numériques et que j'envoie dans un groupe WhatsApp. Chaque classe dans mon cours a un groupe WhatsApp où ils reçoivent effectivement les cours. Arrivé donc à l'ESTIC, si j'ai un cours à 7h30, ça dépend, eh bien on commence effectivement par des cours, non plus des cours magistraux en tant que tels, mais par l'explication de cours préalablement envoyés. Oui. Nous avons également des travaux dirigés que nous donnons, et dans ce cadre-là, on accompagne les étudiants. Et bien sûr, parce que c'est une formation professionnelle, il y a des travaux pratiques. Ça peut prendre la forme des exposés ou ça peut prendre la forme des cas d'études, notamment en communication des organisations. Donc nous passons la journée comme cela et très généralement on rentre dans les encablures de 18h, bien épuisé, mais n'oubliez pas, parce que c'est la passion, ravi d'avoir pu, comme je me le dis, forger des mémoires. L'enseignant a ce pouvoir de pouvoir forger les mémoires, de pouvoir façonner des esprits. Tout à fait, et ça se ressent d'ailleurs. J'aurais bien aimé être l'une de vos étudiantes. Ça aurait été un plaisir. Et alors, comment est-ce que ça se passe avec la préparation des cours? Est-ce que c'est à travers la lecture des ouvrages sur le numérique? Ou alors, le créateur que vous êtes, vous vous basez sur vos expériences en arrière? Il faut dire que c'est les deux. J'ai la chance d'avoir quand même, vous l'avez souligné en début d'émission, j'ai la chance d'avoir un certain background, une certaine expérience. Oui. Parce que d'ailleurs, je ne suis pas ou je n'ai pas que été enseignant à l'ESTIC, j'ai été enseignant à SUPTIC, la prestigieuse école des postes et télécommunications. Oui. Je suis passé dans d'autres institutions privées comme ISAM et son éponyme, si on peut le dire, ISEM, qui est à Ouroboros. Oui. Ça fait que j'ai quand même une certaine expérience, en plus du fait que je sois moi-même à la base ingénieur de formation. Mais le numérique a ceci de particulier qu'il faut se mettre à jour. Donc, il faut mettre ses connaissances, il faut updater ses connaissances, si je peux ainsi dire. Donc, je passe pas des journées, mais quelques minutes de lecture lorsqu'il y a des concepts nouveaux. Par exemple, vous avez la maison Facebook qui aujourd'hui s'appelle Meta, qui nous dit bientôt on aura une forme d'Internet qui va s'appeler le métaverse. Je n'ai pas appris cela à l'école. Je suis obligé de rentrer dans la lecture et la recherche pour comprendre c'est quoi le métavers. Oui. Quel sera ce type d'Internet qui va allier à la fois la réalité et une autre réalité virtuelle. Il faut comprendre ça. Donc, effectivement, l'enseignant que je suis lit beaucoup, fait des recherches pour updater ses connaissances. Très bien. Et aujourd'hui, quelles sont les compétences requises pour enseigner les TIC? Bien, la particularité du Cameroun, je vous ai déjà été enseignant à 24 ans, j'étais effectivement enseignant des TIC. Oui. Mais je n'étais pas, si vous voulez, je veux le dire, j'ai été l'un des enseignants privilégiés au Cameroun, dans ce sens que en cette année, l'État camerounais décide de recruter 57 enseignants des technologies de l'information et de la communication qu'on a affectés dans les différents lycées techniques. Je fais partie de cette cuvée. C'était la première fois que l'État le faisait. Et pourquoi l'État a fait un recrutement direct? C'est parce qu'à l'école normale, à l'époque, on ne formait pas des enseignants du numérique. Ouais. Donc, c'était des étudiants ou des diplômés sortis des écoles. Et ils recrutaient sur la base des diplômes? Ils recrutaient sur la base des diplômes. Au niveau, que ce soit de l'ESTIC et même de SUPTIC, c'est un peu le même modèle qui a été répliqué. C'est-à-dire que j'ai été recruté sur la base de professionnels du numérique qui apportent donc son know-how et, au sein de cette institution-là. Très bien. Et aujourd'hui, pour s'adapter aux nouvelles mutations et s'arrimer au temps, qu'est-ce que vous, Monsieur Abega, vous recommandez à vos étudiants? Je viens de le dire. Il faut lire, il faut suivre les tendances, comme on dit en anglais, trends, parce que le numérique, ça change vite. Oui. Et il y a des domaines dans le numérique qui changent au jour le jour.
littéralement. Ouais. Mais la moyenne, c'est vraiment au mois le mois, si ça se dit en français, ça va très vite. Et donc, on ne peut pas être confortable à se dire, ben, j'ai appris ceci, ça va toujours être cela. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le numérique. Et donc, il faut se documenter et se former. La chance que les étudiants du 21e siècle et de 2021 ont, c'est que tout se trouve sur Internet, dans le web. Oui. Sur Internet, vous avez non seulement des bibliothèques, vous avez des universités qui font des enseignements en live, vous avez tout cela. Donc, il faut suivre ce trend-là. Ceux qui peuvent, il y a des gens qui sont amoureux du livre, qui peuvent lire. Quand je regarde le joli plateau d'Economa Live, on retrouve, n'est-ce pas, juste sur le plateau des livres, oui. Dans le domaine dont on est en train dans le domaine sur lequel on est en train d'épiloguer. Donc, c'est ça le conseil. Il faut rester up-to-date, réapprendre des choses nouvelles chaque fois qu'elles se présentent. Très bien. Est-ce que j'ai envie de savoir si quand même ce travail, c'est un long fleuve tranquille? Est-ce qu'il y a des difficultés face auxquelles vous vous heurtez? Votre question m'inspire une pensée, mais qui ne vient pas de moi. Quelqu'un posait la question, comment une seule personne parvient, ou alors il avait dit, comment un seul esprit, donc l'enseignant devant, parvient à contrôler, à maîtriser 70 esprits, 70 personnes. Différents. Différents. Tout à fait. C'est magique. C'est vraiment magique cela. Et donc, oui, j'ai parlé des rétributions, de la rémunération, même si elle n'est pas fiduciaire, mais il y a des difficultés. 70 esprits, c'est des gens qui viennent des horizons divers. Dans le cas du Cameroun, riche de sa diversité tribale et culturelle, c'est des gens qui viennent de 237 tribus, des familles, un background différent. Il faut pouvoir allier tous ces esprits-là pour essayer de trouver une sorte de consensus ou de conformisme ou d'équilibre, c'est pour dire le mot, pour pouvoir conduire effectivement ces enseignements. J'ai la chance, sans être pédant, qu'au sein des institutions et notamment de l'ESTIC où j'exerce, je trouve le consensus et l'équilibre nécessaire pour mener à bien mes enseignements et que je sois apprécié comme l'un des enseignants qui participe à forger des esprits et des mémoires. Tout à fait. J'ai lu quelque part, beaucoup de vos étudiants vous admirent énormément. Cela témoigne à suffisance que vous êtes un bon enseignant. Ça fait l'unanimité. Ce qui me fait plaisir. Vous savez, dans la pédagogie au Cameroun, l'enseignant est à la fois enseignant, mais à la fois parent. Donc, très souvent, je revêt le manteau du parent qui est devant et qui doit forger ses esprits. Le parent a cette particularité qu'il distille à la fois l'amour, mais également les rétributions. Donc, c'est pour qu'on garde ce consensus. Et je pense que les étudiants le comprennent très bien. Il y a des journées en classe où on rigole au point d'embêter la classe voisine. Et il y a des journées où c'est silence total, on entend la mouche voler. Donc, D'accord. Et donc, les formations possibles pour devenir enseignant des TIC sont lesquelles? L'État camerounais, heureusement, a déjà pu mettre sur pied la formation des enseignants des TIC au niveau de l'école normale, ce qui est une bonne chose. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, effectivement, c'est dans le sillage dans lequel je me retrouve, c'est que partie, n'est-ce pas, du domaine professionnel, qu'on continue de faire de la recherche. Je veux faire une petite dérivation, c'est qu'à l'ESTIC, on a la particularité d'avoir des très bons enseignants. C'est des gens, je peux me tromper, je ne suis pas le directeur de l'ESTIC, mais je peux me tromper, je pense qu'à l'ESTIC, il y a au moins 50% des enseignants qui viennent de l'extérieur, de la France, des États-Unis, du Canada. Et donc, c'est des gens très compétents qui arrivent. Et donc, le système de relais à l'ESTIC, et j'ai participé avec bonheur à ce système-là, parce que lorsque un enseignant aspirant, si on peut le dire, arrive, il se fait encadrer pendant 1 an d'un enseignant titulaire pour faire la transition. Donc ça, c'est déjà un modèle mis sur pied au niveau de l'ESTIC. Et parlons de votre formation à vous. Vous avez commencé l'enseignement à 24 ans.
J'étais très jeune. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école, au secondaire? Après le secondaire. Voilà, maintenant on va toucher un peu le côté atypique de moi. Oui. Bon, d'abord de par mon nom, je suis de père Fulbé, de maman Ewondo, donc c'est l'axe nord-sud. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai fait mes études primaires, secondaires dans le système anglo-saxon. Donc je suis anglophone de culture. Donc voilà. Mais après, je suis parmi la première promotion des étudiants qui ont fait le BTS au Cameroun. C'est en 1991-92, lorsque le diplôme co arrive. Donc j'étais parmi ceux-là. Et avant donc de basculer plus tard à l'Institut africain d'informatique, l'IAI Cameroun. Et là, le brevet de technicien supérieur, c'est dans quelle spécialité précisément? La mention qui est mise, c'est brevet de technicien supérieur en informatique, option gestion. Voilà, c'est ça qui est mis sur ce diplôme-là. D'accord. Voilà, mais c'est BTS en informatique, option gestion. Donc BTS Oui. en informatique de gestion. À l'IAI, on a fait le diplôme d'analyse et de conception des systèmes d'information, DAXI, qui est un bac plus 3. Donc, c'est là où j'ai arrêté mes études parce que je suis ingénieur de travaux. Et lorsque je voyage pour aller aux États-Unis, je reprends pratiquement le même cursus parce que les contingences au niveau des États-Unis veulent qu'on accepte les diplômes qui viennent d'Afrique. Et donc, je reprends le même cursus, mais je reste toujours à bac plus 3 à ce jour. Un joli background. Merci, c'est un compliment que nous portons modestement. Alors, combien gagne un enseignant d'été ici au Cameroun? Ah, là, vous m'amenez à être un peu méchant. Méchant, parce que j'ai suivi une vidéo, je ne connais pas le monsieur, mais je l'ai encore sur mon smartphone, qui parlait n'est-ce pas, de la pyramide de Maslow et de ce que le système, mes amis qui sont dans le système, il ne faut pas qu'ils se fâchent, mais de ce que le système faisait exprès de garder à un niveau assez bas des métiers comme le métier d'enseignant, où on se retrouve des enseignements de supérieurs qui gagnent 250 000, 300 000, alors qu'un pays voisin ou équivalent comme la Côte d'Ivoire, il gagne 800 000, 1 million de francs. Et d'ailleurs, dans un pays où j'ai vécu aux États-Unis, vous savez, quand vous dites que je suis professeur d'université, on vous tire la révérence tout de suite, parce que n'est pas professeur à l'université n'importe qui. C'est quelqu'un qui fait des travaux de recherche, qui forge des mémoires, je l'ai dit plusieurs fois. Et donc, c'est quelqu'un à qui on déroule le tapis. Mais au Cameroun, si je parle de ma propre expérience, vraiment, la moyenne tourne dans les 300 000 francs, 400 000 francs de salaire. Merci pour l'honnêteté. Cette question fait souvent transpirer d'aucuns. Il n'y a pas de raison. C'est connu, même si ce n'est pas dit publiquement, Oui. Mais c'est connu de tous. D'ailleurs, et là, je vais faire un pic encore aux autorités de l'ESTIC. Je ne manque jamais de dire à mes étudiants combien je gagne par heure. Oui. Ce n'est pas caché, c'est dans les textes. Je ne voudrais pas rentrer un peu dans ce modèle d'hypocrisie où on va cacher, mais c'est dans les textes, c'est bien clairement écrit. Oui. C'est X francs pour l'heure. Lorsqu'on est, dans mon cas, je suis vacataire. Voilà, l'ESTIC. Très bien. On va terminer par un petit exercice. C'est une coutume à Digital Profile. Ouais. Je vais vous proposer une série d'outils utilisés dans le cadre de votre travail. Ouais. Et à vous de nous donner pour chacun la fonction et l'utilité. D'accord. Donc, on va commencer par le mailing. Le mailing, si on considère la communication, c'est un outil puissant. D'ailleurs, il rentre dans ce qu'on appelle les 4 piliers du marketing digital. Et donc, le mailing, c'est le fait, n'est-ce pas, d'envoyer un email à plusieurs destinataires. Il faut les cibler. On peut utiliser le cas des newsletters ou encore l'offre des catalogues, etc. Donc, c'est très important. Très bien. Et le MOOC? Le MOOC, c'est un système qui, malheureusement, tarde encore à prendre.
comme on dit à rentrer dans les habitudes. Ça rentre dans les habitudes. La mayonnaise n'a pas encore prise, malheureusement. Mais le MOOC, en fait, c'est le chemin vers, c'est la destination vers laquelle on doit arriver. Puisque vous avez parlé tout à l'heure du e-learning. Oui. Donc, en termes de MOOC, il faut qu'on s'y mette. Le gouvernement va dans ce sens avec le Higher Institutional, en tout cas HEV, je m'excuse de ne pas me rappeler, va dans ce sens. Mais il faudrait beaucoup de contenu pour qu'on aille vers cela. Ça, c'est comme on dit en anglais, that's something we're calling for. D'accord. Et WhatsApp, tout à l'heure, WhatsApp très usité, très utilisé aujourd'hui. La seule différence, j'ai eu cette difficulté à l'ESTIC, la seule différence qu'il faut amener les gens à comprendre que lorsqu'on est dans un groupe WhatsApp, c'est pas nécessairement pour discuter, papoter, envoyer des choses utiles. Chaque groupe WhatsApp a une fonction précise. Lorsque je mets sur pied, ça il faut le dire, je suis le premier enseignant qui met sur pied les groupes WhatsApp à l'ESTIC. Lorsque je mets sur pied les groupes WhatsApp, c'est pour, lorsque j'ai terminé la préparation... Et là, nous sommes en quelle année ? Nous sommes en 2016. 2016, je suis le premier. Et les groupes WhatsApp, c'est ce que j'appelle souvent un prolongement de l'enseignement. D'abord, en amont, c'est envoyer les cours, version numérique. Et les étudiants n'ont plus l'obligation d'imprimer les cours. Vous utilisez votre smartphone, votre laptop et vous avez accès aux cours. Mais en aval, c'est également la capacité à pouvoir relancer l'enseignant après le cours avec des questions. Monsieur, je n'ai pas compris telle ou telle chose. Je reste disponible, bien sûr, pas toute la journée, mais je reste disponible. Et je pense que c'est l'une des choses qui font à ce que mes enseignants m'apprécient assez bien parce que je reste disponible à répondre aux questions après le cours via WhatsApp. Il y a une tournure néanmoins à WhatsApp. C'est que ça donne un accès privilégié, ça donne aux étudiants un accès privilégié à l'enseignant et qu'il y a des gens qui sentent la nécessité de pouvoir vous écrire à n'importe quelle heure et parfois vous poser des questions qui ne sont pas académiques. D'accord. Seulement, il faut savoir réguler tout cela. On parlera en backstage. Et webinaire. On en parlera en backstage. Les webinaires, j'ai le bonheur de constater que dans l'écosystème, n'est-ce pas, du numérique, les opérateurs de téléphonie mobile, surtout après la pandémie du Covid, ont su prendre la question du webinaire. Ouais. J'aimerais voir cela s'étendre au niveau des institutions d'éducation, les institutions privées d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des webinaires au niveau des universités, des grandes écoles, de façon à ce que le monsieur ou la dame qui se trouve à Gazawa suive le séminaire à travers le web. Celui qui se trouve en Cambé, dans le nord-ouest, suive. C'est vraiment la dématérialisation, mais aussi la délocalisation, n'est-ce pas, des séminaires. Donc, le webinaire, c'est quelque chose également qui est bienvenu. D'accord. On va terminer par le smartphone. Alors, le smartphone, je dis souvent à mes étudiants, si vous possédez un smartphone et vous êtes pauvre, c'est que vous êtes stupide, je m'excuse du mot. Si vous possédez un smartphone et que vous n'êtes pas capable de faire 50 000 francs le mois, c'est vous le problème. Parce que le smartphone, c'est un outil très puissant. Le smartphone, par outil très puissant, c'est qu'il vous ouvre le monde. Parce qu'il vous ouvre le monde, il vous donne accès, si c'est en termes de marché, à un vaste marché. Si c'est en termes d'audience, à une vaste audience. Mais si nous prenons le cas du marché, c'est vrai que j'ai également le bonheur de constater qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font les ventes à travers WhatsApp. C'est parce qu'ils ont un smartphone. Si vous aviez ce qu'on appelle au Cameroun un choronko, ce serait difficile de le faire. Le smartphone aussi, c'est parce qu'il vous ouvre des boulevards d'acquisition de la connaissance. Je vous ai dit, si vous allez sur Google, sur Internet, aujourd'hui, vous pouvez suivre des cours de Harvard à distance. Et je veux m'appesantir là-dessus. Vous savez, la différence entre un étudiant qui est aux États-Unis, qui suit les cours de Harvard, et vous qui les suivez sur le web aujourd'hui, c'est que lui, on va lui décerner un diplôme, mais vous pas. Mais sauf que vous avez la même compétence. Or, le monde d'aujourd'hui, c'est la valorisation de la compétence et non pas la valorisation du diplôme. It's what can you do, it's not what you know. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire. Très bien. Voilà. On va terminer par cette note de conseil. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être un petit conseil à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Le conseil, c'est de dire que dans le monde d'aujourd'hui qui subit cette
quatrième révolution industrielle, peut-être 2 ou 3 conseils. Ne soyez pas conservateurs. J'aime souvent dire, le numérique, le digital ne s'encombre pas des gens qui veulent attendre en se disant oui, il n'y a pas assez d'accès à Internet, oui, on ne retrouve pas tel outil, oui, c'est à vous d'aller chercher. Parce que pendant que vous êtes conservateur, les autres avancent et ils vont très loin. Je prends un exemple. Aujourd'hui, en Corée du Sud, de la maternelle, la primaire, secondaire jusqu'au supérieur, ils vont à l'école sans porter de sac. Outils, livres, tout, c'est dans le web. L'étudiant qui arrive a une table avec écran, tout est accessible là. Si vous commencez à vous dire, oui, eux, ils sont avancés, oui, nous, on n'a pas ça, oui, vous mettez des blocages. Donc, c'est un peu de dire, laissez le conservatisme. Deuxième chose, le numérique a ceci de particulier, et ça, on le dit, qu'il tue les métiers. C'est vrai. Oui. Mais sauf que là où le numérique tue un métier, il en crée 10. C'est ce que les gens ne voient pas. Et lorsqu'il en a créé, il ne crée plus de métier similaire. Ça veut dire que c'est à vous de vous recycler pour pouvoir. Je prends un exemple simple. Là où le numérique, par exemple, vient tuer le métier du journaliste classique qui sortait avec les grosses caméras et autres, il crée l'observateur, qui est le journaliste de la rue. Oui. Et qui donne la possibilité à tout le monde. Maintenant, c'est à vous de savoir comment utiliser un smartphone pour faire des captures et tout le reste. Là où il vient tuer le communicant classique d'une institution, il crée le community manager, le content manager, le social manager. Donc, il faut se recycler. Très bien. Merci Théophile Abega-Moussa. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Quant à vous, à la maison, merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver les éditions précédentes sur toutes les plateformes de streaming audio et en vidéo sur economa.com/live. Retrouvons-nous très bientôt pour une autre découverte. Au revoir. Ça va ?